Здравейте! Вие сте с предаването Опозиция на Вестник Сега. Днес на нашите зрители гостува нейно превъзходителство, посланикът на Франция, госпожа Флоранс Рубин. Тя бе много любезна да сподели някои свои впечатления от България и от работата си тук, тъй като се готви за приключване на своя мандат, продължил вече 3 години. Скоро ще отпътува и това е повод да се срещнем. Mais, madame, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes condoléances pour le décès de votre compatriote, péri dans un accident routier sur le périphérique de Sofia. C'est terrible. J'espère qu'on va expliquer prochainement pourquoi et comment s'est passé tout ça, mais est-ce que si vous avez quelque chose à nous dire pour le public? Merci tout d'abord de vos condoléances. C'est un événement extrêmement triste qui touche cette fois-ci une famille française et qui touche presque tous les jours des familles ici en Bulgarie. Et peut-être il est temps de regarder cette tragédie en face. Presque 700 morts par an sur les routes en Bulgarie, près de 8000 blessés, des milliers de familles meurtries. Je crois que nous attendons tous que la Bulgarie sorte de ce triste record qui a encore été rappelé par la Commission européenne au début de cette année, d'être le 2e pays le plus meurtrier d'Europe. Donc j'espère effectivement que toute une politique se mettra en œuvre pour préserver la vie des Bulgares, la vie de la jeunesse en particulier, parce que c'est une grande tristesse que de voir de telles tragédies. Mais il s'agit d'un accident terrible parce que nous voyons comment un délinquant routier impuni provoque une tragédie humaine. Tout à fait, je crois qu'il faut une justice très ferme sur ce sujet. Il faut que tout le monde sache quels sont les risques encourus lorsqu'on met la vie d'autres personnes en jeu, en particulier sur la route. La route, elle a ses règles, la conduite, elle a ses règles, et la loi doit absolument s'y appliquer. Et donc je compte sur la justice, évidemment, pour faire toute la clarté. Et quand vous êtes à la fin de votre mandat, vous vous apprêtez de quitter la Bulgarie prochainement. Quelles sont les plus fortes impressions de mon pays que vous importerez d'ici? Bien sûr, je voudrais dire combien j'ai découvert un pays auquel je ne m'attendais pas, d'une beauté exceptionnelle et d'une vraie chaleur humaine, avec beaucoup de Bulgares avec qui je garderai de solides relations d'amitié et qui m'ont ouvert leur cœur et leur maison. Et vraiment, je remercie la Bulgarie de son accueil. Mais j'avoue qu'en arrivant en poste ici en Bulgarie, je ne m'attendais pas à me retrouver au sein d'une multitude de crises comme celle que nous avons connue. La pandémie avec le Covid-19 et puis la guerre en Ukraine et toutes les crises qui s'enchaînaient, qui touchent pas seulement la Bulgarie, bien d'autres pays. Mais s'il y a une chose que j'ai découvert à ce moment-là, et qui n'est peut-être pas tant connue et peut-être pas tant appuyée, je dirais, y compris au niveau national et international, c'est le profond sentiment européen des Bulgares. Je pense que les Bulgares sont des amis fidèles de l'Europe et que c'est quelque chose qui doit être soutenu, développé. Tout ceci, ça demande du courage parce qu'il y a encore beaucoup de réformes importantes à faire et j'espère que la Bulgarie aura ce qu'elle mérite, c'est-à-dire un gouvernement stable qui soit capable de prendre ces mesures pour faire avancer encore davantage la Bulgarie vers le chemin de l'Europe.
je pense à Schengen, je pense à beaucoup d'autres choses, parce que la Bulgarie mérite et doit prendre sa place complètement dans le concert des nations européennes. Et nous avons eu de la chance que la France a accompagné la Bulgarie au début de sa transition post-communiste. Mais sa présence est progressivement affaiblie. Qu'est-ce qui rend nos relations moins fortes? Je crois que... Je ne sais pas si on peut dire qu'elles ne sont pas fortes. Nous avons vu dans les crises combien la France s'est tenue aux côtés de la Bulgarie. Maintenant, c'est non seulement une question de présence politique, c'est aussi une question de présence culturelle. Je pense que défendre la francophonie, c'est aussi défendre, par exemple, les valeurs que propose et que soutient la France pour l'ensemble de l'Europe. Et que nous avons besoin de cette variété de culture, de langage. Et donc tout ceci participe à la diversité de l'Europe. Mais la Bulgarie a vu que la France est là quand elle a besoin de soutien, quand elle a besoin de compréhension. Et cet ensemble de solidarité européenne, je crois que tout le monde peut comprendre combien c'est essentiel et la France est décidée à jouer son rôle évidemment dans ce domaine. Mais depuis des années, la Bulgarie fait l'objet de vives critiques européennes pour sa corruption et surtout pour la corruption à haut niveau. Cela entrave-t-il les contacts économiques entre les deux pays? Je pense que nous avons évidemment besoin, pour développer encore nos relations économiques, je le disais, politiques, culturelles, d'avoir des pays qui soient pleinement impliqués dans le respect de l'état de droit, dans la lutte contre la corruption. La Bulgarie fait des efforts dans ce domaine. Je pense qu'elle peut continuer encore sur son chemin et encore améliorer l'ensemble de son système politique et peut-être surtout juridique. Nous savons que la Commission européenne attend des améliorations, des réformes du système judiciaire pour que l'état de droit soit encore mieux respecté et toujours mieux respecté ici en Bulgarie. Nous souhaitons accompagner la Bulgarie dans ce chemin, l'encourager. Je pense que des choses ont été faites, mais qu'on peut encore aller plus loin. Et ça sera justement un élément essentiel pour progresser, je le disais, vers Schengen, dans l'espace Schengen, mais aussi pour le chemin que la Bulgarie est en train d'accomplir pour intégrer l'OCDE, l'Organisation du commerce international de ce point de vue-là. Je pense que tous ces éléments-là devraient aller dans le bon sens. Mais il y a une chose très spécifique, très intéressante pour nous. Comment expliquez-vous que la France, contrairement à la plupart des pays européens, ait compris la position de la Bulgarie vis-à-vis de la Macédoine du Nord? C'est une question intéressante parce qu'elle est compliquée. Je voudrais d'abord dire que c'est arrivé à un moment bien particulier, qui était celui de la présidence française de l'Union européenne et qui était vraiment pour nous une occasion de faire avancer les grandes priorités de notre diplomatie. Et l'une de nos grandes priorités, comme ça l'a été aussi pour la Bulgarie, c'était clairement d'ancrer davantage les Balkans occidentaux dans le camp européen. Il y avait donc vraiment une opportunité, je pense, pour écouter davantage les préoccupations de la Bulgarie sur la candidature de la Macédoine du Nord. Et puis, le contexte de la guerre en Ukraine a démontré que tout cela était absolument urgent pour pouvoir contrer toutes les tentatives de déstabilisation de cette partie de l'Europe. Ça a été un sujet difficile et complexe. Ce que je crois, c'est que nous avons fait le choix de ne pas l'aborder de manière théorique ou dogmatique, mais vraiment d'écouter les préoccupations de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord,
de respecter leur histoire, de respecter leur culture et de respecter leurs lignes rouges et d'essayer au maximum, d'ailleurs, de sortir d'une question bilatérale très complexe sur l'histoire, sur la langue, très difficile à démêler pour des étrangers comme nous, et de ramener ce sujet sur la question des droits de l'homme, qui sont des valeurs universelles, des valeurs européennes auxquelles tout le monde adhère, et puis d'en faire une question européenne, c'est-à-dire de sortir de la confrontation bilatérale pour développer une réflexion globale de l'ensemble des États membres et pour apporter finalement les garanties européennes dont à la fois la Bulgarie et la Macédoine du Nord, je crois, avaient besoin pour faire un pas en avant. Et à propos des droits de l'homme, est-ce que la France va soutenir la Bulgarie, y compris l'inclusion des Bulgares dans la constitution macédonienne? Je crois que clairement, ça fait partie du protocole que nous avons proposé. Oui, tout à fait. Cela fait partie de ce qu'on a appelé la proposition française, qui en fait est une proposition européenne, et du protocole qui a été signé par toutes les parties. Et nous avons apporté les garanties européennes pour que ce soit effectivement une condition préalable à la continuation des discussions avec la Macédoine du Nord. Donc j'espère que c'est un processus qui va être difficile, nous en avons conscience, avec de la compréhension, des explications, permettre, je crois, d'apporter l'apaisement sur cette question difficile. La France est-elle favorable à l'abandon des droits de veto dans l'Union européenne? C'est un sujet qui est compliqué, on ne peut pas s'exprimer comme ça de manière aussi abrupte. Nous pensons qu'effectivement, il est nécessaire d'avoir une révision des modalités de prise de décision dans l'Union européenne pour éviter un certain nombre de blocages qui empêchent l'Union européenne d'avancer. Mais il faut décider sur quel type de sujet et il faut que nous en parlions tous ensemble. C'est ce qui est en train d'être fait au sein des États membres qui suivent par exemple la conférence sur l'avenir de l'Europe où beaucoup de citoyens européens ont souhaité que l'Europe soit plus réactive et plus dynamique. Il faut l'entendre. Parlons d'une autre chose. Qu'est-ce qui donne au président Emmanuel Macron la confiance qu'il vaut le peine de parler avec le président russe Vladimir Poutine? Alors d'abord, la première des choses, c'est que rappelons quand même que le président Macron, et il l'a dit encore clairement il y a quelques jours devant les Nations Unies, qualifie ce qu'a fait la Russie le 24 février dernier d'un acte d'agression, d'invasion et d'annexion. Donc nous sommes tout d'abord solidaires et en soutien total du peuple ukrainien et de ses dirigeants, et notre aide, elle est concrète, elle est massive. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet. Simplement, nous considérons que dans ce monde complexe, nous sommes parfaitement en droit de pouvoir continuer à discuter avec tout le monde. Parce que la diplomatie, c'est ça. C'est le fait de pouvoir discuter, y compris avec les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Laisser ouverts ces canaux de discussion, ça nous donne la possibilité d'abord de dire clairement au président Poutine ce qui ne va pas. Et ça a encore été fait récemment lorsque le président Macron a appelé le président Poutine pour dénoncer ce qui est en train de se passer à la centrale de Zaporijia, qui nous préoccupe énormément, pour demander à ce qu'une zone de protection soit mise en place, pour demander aussi à ce que l'Agence internationale sur l'énergie atomique puisse intervenir, ce qui a été fait. Donc, ces discussions,
elles permettent de réaffirmer nos positions et de maintenir des canaux ouverts parce que, à un moment donné, nous aurons besoin de diplomatie pour discuter paix et cesser le feu. Et comment, selon la France, l'Europe va-t-elle surmonter la crise énergétique? Uniquement en agissant de manière solidaire et commune. C'est une situation qui est très difficile et qui ne pourra se résoudre que si tous ensemble nous travaillons à essayer de diversifier notre approvisionnement en énergie. Et ça, c'est un point qui est en train d'être travaillé. Ça veut dire être moins dépendant, évidemment, du gaz et du pétrole russe. Ça veut dire trouver des sources alternatives d'énergie, développer le nucléaire, développer les énergies renouvelables, par exemple. Ça veut aussi dire être capable de s'approvisionner en gaz et en pétrole ailleurs qu'en Russie, comme le fait la Bulgarie, par exemple, avec le gaz azerbaïdjanais. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi développer les solidarités entre pays. Ce que nous faisons, par exemple, entre la France et l'Allemagne, parce que nous, actuellement, nous avons beaucoup de gaz et pas assez d'électricité, alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse, et donc nous allons nous aider l'un l'autre. Ça peut être fait au niveau européen. Et le deuxième point, c'est que nous devons absolument travailler pour soutenir les ménages et les entreprises pour contrer l'envolée folle des prix de l'énergie. Et ça, c'est un des sujets les plus importants qui va être discuté au Conseil européen de l'énergie du 30 septembre. Et nous militons, la France milite pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité, pour soutenir davantage les ménages et peut-être aussi pour développer une plateforme commune européenne d'achat de gaz. Ça nous permettra d'avoir des meilleurs prix et ça nous permettra de lutter contre la spéculation des marchés qui est très importante à l'heure actuelle. Madame, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci et à très bientôt. Merci à toutes, merci à la Bulgarie. Merci à tous les Bulgares de leur accueil. Много благодаря и довиждане. Довиждане. Довиждане на нашите зрители. Вие направихте правилния избор. Вестник сега винаги ще се старае да удовлетвори вашия интерес.